Bonjour Maxime Evadian. Vous êtes historien et je suis content de vous avoir pour cette interview concernant donc l'exposition Les trésors arméniens d'une culture en mouvement. Vous êtes le commissaire de cette exposition et vous êtes le président de Sources d'Arménie. À l'heure actuelle, politiquement et culturellement, l'Arménie et les Arméniens vivent des moments difficiles. Pourquoi avoir organisé cette exposition, Les trésors arméniens d'une culture en mouvement, sur la culture arménienne en ce moment? Alors, ça n'est pas une exposition politique. Et on a décidé de cette exposition quand le contexte de l'État arménien était un peu moins catastrophique que ce qu'il est actuellement et que les relations entre l'Église et l'État étaient moins problématiques que ce qu'elles sont actuellement. Mais la chronologie que nous avons retenue sur la base des pièces que nous avons exposées témoigne d'un processus absolument essentiel pour la culture arménienne moderne qui consiste en la modernisation de la société arménienne, en la modernisation des idées de cette culture arménienne qui vont passer de leur état médiéval, parce qu'en 1510, 1512, quand on commence, on est toujours sur l'héritage et on cultive, les prélats notamment cultivent l'héritage de la période cilicienne, de la période de l'État arménien de Cilicie. Et ça se voit par exemple dans les colophons des éditions, où pour dire qu'on a pris des bons manuscrits, on précise qu'on est allé chercher les manuscrits des rois arméniens de Cilicie. Donc c'était vraiment le standard pour les gens du XVIe, du XVIIe siècle. Et on va jusqu'à 1828, le moment où ce processus entre dans une nouvelle phase avec la fondation de la province russe qu'on appelle la province arménienne sur le plateau arménien, dans la plaine de l'Ararat. Et à cette époque-là, 1828, en gros début du XIXe siècle, la société arménienne est une des sociétés les plus modernes, les plus émancipées de tout le Moyen-Orient. Et il est important, il est intéressant d'avoir en tête l'idée que cette modernisation est le fait des élites arméniennes qui par elles-mêmes ont su et ont pu porter ce processus de modernisation extraordinaire qui fait que la société euh, arménienne est en avance par rapport à toutes les autres sociétés du Moyen-Orient contemporain. Et le fait que ce processus-là ait été porté par ses propres élites et pas sous l'influence des puissances étrangères, la Russie ou autres, et s'il y a un message politique indirect, il est bien là. Hmm. Alors, pour être plus précis, quelle est la particularité historique de cette période? Alors, c'est une période qui voit se développer deux processus conjoints qui vont être absolument fondamentales pour la pérennisation de cette culture. Parce que après la chute du royaume arménien de Cilicie en 1375, la situation des Arméniens devient précaire absolument partout. La Cilicie est ravagée par les Mamelouks, par des tribus touraniennes absolument violentes contre les chrétiens. Après la chute des Mongols, le plateau arménien est soumis à des prévarications de tribus touraniennes qui sont sur place, qui sont d'une grande violence. Ensuite, il y a, donc, que ce soit les moutons blancs, les moutons noirs. Ensuite, il y a les Timourides. Les Timourides viennent d'Asie centrale et vont aller sur le plateau arménien. Et les Timourides sont des fanatiques musulmans et vont littéralement tuer et massacrer des millions de chrétiens entre l'Asie centrale et le plateau arménien. C'est du fait de la conquête timouride que tout le christianisme de langue syriaque et araméenne qui existait en Asie centrale a quasiment disparu. Donc c'est vraiment une grande rupture et c'est sur ces cendres-là,
à un moment où, n'ayons pas peur de la réalité, le peuple arménien aurait pu disparaître, à un moment où l'anarchie qui régnait sur le plateau arménien était telle que les Ottomans, quand ils ont conquis le plateau arménien en 1515, ont été quasiment euh, accueillis en libérateurs, parce qu'il vaut mieux un pouvoir tyrannique qu'une anarchie perpétuelle. Et donc, les décennies qui précèdent le début de notre période sont des décennies parmi les plus noires de la longue histoire du peuple arménien, qui pourtant n'a pas manqué de tragédies. Et le début de notre période, 1510-1512, euh, sont caractérisés par, d'une part, la fin du dernier élément, des derniers éléments de l'héritage cilicien, de l'héritage du royaume arménien de Cilicie, parce que la dernière reine en titre qui a régné sur un royaume, le royaume de Chypre, et qui a porté le titre de reine d'Arménie, Caterina Cornaru, euh, a abdiqué, est allée à Venise et a régné, enfin a eu autour d'elle jusqu'à la fin de ses jours, en 1510, une cour en partie composée d'Arméniens. Donc quand elle meurt, c'est vraiment la fin du dernier élément lié au cadre politique arménien de Cilicie et à la période médiévale. Et l'année d'après, 1511-1512, on a le premier ouvrage, l'Urbatakirk, qui est imprimé à Venise par un marchand, Agop. Et l'année d'après encore, 1512-1513, il y a un deuxième imprimé dont on présente un folio. Et donc, dans les premières vitrines, on a la monnaie, une monnaie extraordinairement bien conservée de Caterina Cornar, où on voit qu'elle était reine de Chypre, Arménie et Jérusalem. Et à côté, on voit un des premiers folios d'un imprimé arménien qui fait entrer la culture arménienne dans une nouvelle ère, l'ère de l'imprimerie, qui va permettre de multiplier les exemplaires d'abord des livres liturgiques, puisqu'on veut reconstituer les stocks d'églises qui ont disparu du fait des pillages et des destructions des Touraniens. Et donc, on va, rien qu'à Venise, fonder 6 maisons d'édition au XVIe et XVIIe siècle. Et donc, il va y avoir littéralement des centaines et des centaines d'ouvrages qui vont être publiés pendant notre période. On présente un certain nombre d'éditions absolument extraordinaires. Pour ne donner que quelques exemples, donc, je rappelle que l'arménien est la 10e langue à avoir été imprimée avec son alphabet, et que toutes les langues qui ont précédé, à part les langues sacrées, que ce soit le latin, le grec ou l'hébreu, sont les langues des plus grandes puissances du monde européen. C'est la France, c'est l'italien, c'est l'espagnol, c'est l'allemand, c'est l'anglais, etc. Et au milieu des grandes puissances de cette époque, il y a une langue atypique, c'est l'arménien. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et on va montrer, pardon, un certain nombre des grandes éditions de cette époque, un missel très richement orné par la famille des Sherryman, la première édition de la Bible complète publiée à Amsterdam par Oscan Yerevansi en 1666, la première édition de la Bible publiée par Mekitar en 1633, le grand dictionnaire de Mekitar, qui est une œuvre absolument majeure parce que c'est un des corpus raisonnés d'une langue moderne qui a été publié par Mekitar et ses disciples, alors que par exemple pour le français, c'est l'Académie française qui a travaillé pendant des décennies. Et le corpus raisonné de la langue arménienne est publié avant le corpus raisonné de l'allemand ou de l'Angleterre. Donc c'est quand même quelque chose de très considérable. On va également avoir l'édition des psaumes de David publiée par Nahabed Aguletsi, avec à côté des psaumes en krapar, des commentaires en ashkarapar. Et c'est une des premières grandes éditions de l'arménien moderne
au XVIIe siècle. Donc c'est vraiment un ouvrage extrêmement intéressant et qui est un point de rupture intellectuelle pour les Arméniens parce que jusqu'à cette époque, écrire dans une langue qui n'est pas la langue sacrée, qui n'est pas la langue classique, est quelque chose de inconcevable. Donc, Hmm. le premier grand mouvement, c'est l'édition, et les Arméniens vont s'emparer de cette formidable innovation qu'est l'édition. Et le deuxième grand mouvement, c'est après la déportation des Arméniens de Nordjoura et de la partie occidentale de l'empire safavide par Shah Abbas Ier. Une partie d'entre eux vont aller à Isfahan, puis vont fonder un faubourg arménien, Nord-Djoura, la nouvelle Djoulfa, en référence à l'ancienne Djoura qui était sur les bords, le Djoulfa qui était sur les bords de l'Arax, et ils vont recevoir le monopole de la vente des soies brutes d'Iran, des soies grèges d'Iran, et ils vont créer un réseau international de grand commerce, c'est-à-dire que des caravanes de marchands arméniens vont transporter des balles d'Iran vers les ports de la Méditerranée, des ports de la Méditerranée vers Venise, vers Livourne, vers Marseille, puis vers la Russie, et ils vont jouer un rôle absolument extraordinaire. Et comme ils auront très rapidement des moyens considérables, au soit mis à disposition par Shah Abbas, puis par les souverains safavides. Ils vont rajouter des pierreries, des diamants, puis de la soie chinoise, et ils vont constituer tout au long des 16 et 17e siècles, en tout cas première partie du 17e siècle, un réseau commerçant absolument considérable, puisqu'un certain nombre de ces familles va constituer des fortunes en numéraire, c'est-à-dire en argent comptant, parmi les plus importantes du 16e siècle. Et une partie de ces fortunes, de cet argent, va être utilisée pour financer des prélats et pour financer les éditions dont j'ai parlé. Et il y a une espèce d'union sacrée, parfois au sein des mêmes familles. Un frère est marchand, l'autre frère est prélat, parfois évêque. C'est le cas par exemple des Van Andetsi à Amsterdam. Et ils vont travailler ensemble pour fonder une maison d'édition et pour imprimer des ouvrages à la fois sacrés, à la fois de la littérature. Par exemple, Movses Ravenassi va être imprimé dès 1695 et on va présenter la première traduction de Moïse de Joren, Movses Ravenassi, qui est paru en latin à Londres en 1736, je crois. Et donc, qui va faire entrer la littérature arménienne dans les cercles intellectuels européens. Puis ensuite, toutes sortes d'ouvrages, y compris scientifiques, vont être publiés. Par exemple, on va publier et montrer dans l'exposition pour la première fois le jeu des quatre cartes d'un père mékitariste, le père Andésian, qui va révolutionner, on pourrait dire, la cartographie arménienne, puisqu'on va passer en quelques décennies des cartes médiévales en taux, qui sont montre le monde rond avec Jérusalem au centre, en utilisant euh, les connaissances les plus modernes de la cartographie. Et on va présenter les quatre cartes avec les quatre continents et la projection Mercator. Donc avec un degré de finesse et de précision qui est tout à fait spectaculaire. Donc voilà un certain nombre des éléments qui témoignent de cette modernisation. Hmm. Alors, c'est une culture riche qui, sur une période assez longue, 3 siècles, 1512-1828, c'est ça? Oui, Mais tout ça se fait donc sans qu'il y ait un royaume, un pouvoir politique qui soutient cette éclosion culturelle. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène? c'est largement dû à l'Église. L'Église a un rôle absolument
décisif, central à cette époque. Et c'est pour ça qu'on a trois sections de l'exposition qui témoignent des efforts des grands ecclésiastiques et notamment des catholicos à travers leurs bulles, à travers leurs décisions, à travers, de manière générale, donc leur volonté d'utiliser tous les moyens à leur disposition, d'une part d'unir autour de l'Église tous les Arméniens où qu'ils soient, aussi loin qu'ils soient en diaspora, en Russie, en Inde, en Chine, en France, en Italie, donc de les unir autour de l'Église, donc d'où la place de la liturgie, d'où l'importance des Gontag, les bulles pontificales, et l'importance des éditions qui, quasiment depuis le début, sont le produit de la volonté de ces prélats, et souvent des catholicos, d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour préserver la langue et l'identité arménienne, à une époque où effectivement il n'y a pas d'État et où c'est cette union sacrée entre des prélats extraordinaires et de riches marchands visionnaires qui va permettre à cette culture de survivre, de se développer et de se moderniser. Alors, ces marchands, ils étaient des marchands qui avaient une vision, comme vous dites. Ils ont, il n'y a pas le pouvoir politique, mais il y a le pouvoir financier, finalement, qui soutient cet élan. C'est ça, c'est ça. Ce sont pas tous, évidemment, tous les marchands ne sont pas des gens exceptionnels, hein. Il y a des gens qui s'occupent de leurs affaires et ça leur suffit très bien, bien sûr. Mais un certain nombre de ces marchands vont jouer un rôle qui est véritablement un rôle politique. Je vais donner juste deux exemples. Le Kalantar de Norjulfa va négocier avec le tsar de Russie un accord commercial. Ou est-ce qu'un petit village peuplé de marchands arméniens peut, en son nom propre, négocier un accord commercial qui est quasiment un accord de droit international avec l'Empire de Russie. Un autre Hodja Panos, négocie avec la compagnie anglaise des Indes un accord sur les exportations et sur la gestion du commerce dans un certain nombre de villes en Inde. D'un côté, le marchand arménien qui représente la communauté arménienne, de l'autre, la compagnie qui représente l'Empire des Indes britanniques. Donc ces marchands jouaient un rôle très très important et un certain nombre d'entre eux ont été très cultivés, puisque je rappelle que euh, l'un d'entre eux, à la fin du XVIIIe siècle, avant même que n'éclate en France la Révolution française, va concevoir un projet de constitution pour la future République parlementaire d'Arménie. Et donc il est capable de penser un système politique qui n'est plus la royauté médiévale, qui s'inspire de toute l'évolution intellectuelle du XVIIIe siècle pour penser un État arménien qui serait une république parlementaire. Shah Mhm. Amir en Inde. Et le livre est publié à Madras. Et toujours dans ce mouvement de modernisation, à Madras, toujours quelques années après, vont paraître les premiers fascicules du premier périodique arménien, l'Astarar, qui en 18 livraisons va quelque part faire passer la culture arménienne d'un statut où le livre est un peu la transposition du manuscrit, quelque chose de précieux, quelque chose de sacré, quelque chose qui doit être présent au moment de la seconde venue de Jésus-Christ, à quelque chose de périssable et qui donne des nouvelles quotidiennes euh, et très pratiques. Dans l'Astarar, vous avez l'arrivée des heures des bateaux, vous avez des nouvelles mondiales et des nouvelles simplement de la rue arménienne où il y avait l'église à Madras. Donc on est vraiment dans une vision complètement différente du statut de l'écrit. Mhm. Est-ce que la rivalité entre les empires a permis aussi à faciliter cette éclosion culturelle? Non, les guerres permanentes sur le plateau arménien ont été un authentique problème, et c'est parce que le plateau arménien était dominé par des États, notamment l'Empire ottoman, qui ne voulaient pas développer
culturellement les minorités qu'il a fallu aller loin du plateau arménien, d'abord dans les villes, dans les ports européens, puis à Constantinople, pour, pouvoir développer des imprimeries, puis des écoles, puis bon, un milieu intellectuel. Et donc, au mieux, les Ottomans ont toléré, ont laissé faire. Et c'est la même chose pour les Safavides. Les Safavides ont été les plus tolérants avec les Moghols, mais dès que les Safavides sont tombés, les Qadjars qui leur succèdent multiplient les persécutions contre les chrétiens de la Nouvelle Julfa, à tel point que tous ceux qui le peuvent s'exilent une deuxième fois vers les grandes villes de l'Inde, notamment Calcutta, Bombay et Madras, aujourd'hui Chennai. Mhm. Vous avez fait appel à des collectionneurs privés pour réaliser cette exposition. C'est une chance de trouver cette richesse culturelle dans la diaspora, chez les collectionneurs privés. Euh, une exposition d'une telle ampleur, et puis pour caractériser toute une période de modernité, hein. Y a-t-il suffisamment d'objets artistiques et culturels pour illustrer toute la richesse de cette période? Alors, l'usage, on va dire, de collections privées s'explique par le fait que le musée de Notre-Dame de la Garde, la basilique de Notre-Dame de la Garde, qui est la plus importante basilique du sud de la France, puisque chaque année il y a 2 à 3 millions de personnes qui la visitent, s'est imposé parce que c'est un musée privé qui dépend du diocèse de Marseille. Et donc, il était difficile d'amener dans un musée privé des collections publiques de République d'Arménie ou du musée du Louvre ou d'autres endroits. Et il se trouve que avec les collections de deux collectionneurs privés, Roy Rakelian et Vaïga Braj, qui sont des proches amis et qui collectionnent des objets d'art arménien depuis plus de 40 ans pour l'un des deux, finalement, on avait les principales pièces qui nous permettaient d'illustrer les grandes évolutions de cette période que j'ai décrite. Bon, il y a un certain nombre d'autres pièces qui ont été prêtées par d'autres collectionneurs, mais que vraiment la colonne vertébrale nous vient de ces deux collections, qui sont vraiment des collections importantes en diaspora. Et évidemment, un certain nombre de thèmes n'ont pas pu être illustrés. Par exemple, nous n'avons pas de Khachkar du XVIIe ou du XVIIIe siècle dans une collection privée. Nous n'avons pas, et pratiquement ça n'existe pas, de tapis du XVIe ou du XVIIe en collection privée. Donc il y a des aspects que on a fait le choix de ne pas traiter, mais qui sont bien connus et qui ont été abondamment traités dans les expositions et dans la littérature universitaire de ces dernières années. Et au contraire, on a fait le choix d'aller vers des pièces et des thèmes qui ont été peu traités. Par exemple, on a une tapisserie d'Aubusson du XVIIe siècle avec un thème arménien, le roi Ardavas qui est derrière moi, et on a des livrets d'opéra qui montrent la place de l'Arménie dans euh, l'opéra baroque ou dans le théâtre à l'époque moderne, et qui sont des questions qui malheureusement sont un peu un angle mort de la connaissance de la culture arménienne de cette époque. Donc finalement, c'était très adapté. Et comme le musée est construit sur le fort euh, de l'époque royale, de l'époque moderne, on a des vitrines extrêmement grandes. La plus grande vitrine fait 19 mètres de long et permet de montrer un certain nombre d'objets atypiques. On montre un rideau d'hôtel qui fait 4 mètres de long sur 2,50 mètres de haut, cette tapisserie d'Aubusson qui fait 4,50 mètres de long sur 2,5 mètres, près de 3 mètres de haut. Ça, dans des musées, on va dire, plus standardisés, ça n'est pas possible.
Donc, quelque part, les objets atypiques que nous montrons étaient adaptés à ce musée lui-même atypique. Mhm. Mhm. Avec un certain nombre de pièces, j'en ai pas parlé, tout à fait exceptionnelles, comme pratiquement une dizaine de manuscrits de cette époque-là, dont deux évangéliaires qui sont absolument sublimes. Le choix du lieu s'est imposé de lui-même, mais à Marseille, euh, est-ce qu'il est assez grand pour accueillir tous ces éléments que vous avez cités? Alors, le musée, en fait, ça s'est fait presque par hasard parce que le nouveau directeur qui est en poste depuis 2 ans, je l'avais invité dans un colloque à Rome en 2021. Et quand il m'a annoncé sa nomination, je lui ai dit, bah, écoutez, si un jour vous voulez une exposition à thème arménien, faites-moi signe. Ça, j'ai déjà fait X fois ce genre de proposition. Jusqu'à présent, ça n'avait jamais eu de conséquences. Et là, ça a eu heureuse conséquence. Et le fait que le cardinal Aveline, l'année dernière, est allé en Arménie et que son voyage se soit bien passé, qu'il ait été très très bien reçu par le Catholicos Carequin II, a accéléré les choses puisque on voulait faire ça fin 26 ou début 27 et le cardinal Aveline a absolument voulu qu'avant la fin de l'année jubilière, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, on puisse ouvrir cette exposition sur l'Arménie qui va donc ouvrir le 5 décembre et qui va nous permettre donc de montrer 114 pièces qui sont quasiment toutes inédites puisqu'elles viennent de collections privées. Et ça nous a amené à faire un catalogue particulièrement développé, puisqu'on a plus de 460 pages de catalogue, en traduisant tous les colophons des manuscrits, en transcrivant et traduisant tous les colophons des manuscrits, en reproduisant toutes les inscriptions qui sont sur les objets. Et donc, j'espère que ce sera un bel ouvrage d'art. Et je pense pouvoir être assuré que ce sera également un ouvrage utile pour les chercheurs parce que nous avons énormément de documents et de textes qui sont publiés dans ce catalogue pour la première fois. Merci Maxime Davadian pour cet exposé, ces éclaircissements pour cette exposition qui démarre le 6 décembre, c'est ça? Le 5 décembre, inauguration en présence du Catholicos et de l'archevêque de Marseille. Et à partir du 6, et probablement le 6 et le samedi suivant qui doivent être le 13, on proposera des visites commentées pour les gens qui pourront venir. Mais après, ce sera ouvert tous les jours, en gros de 10 heures à 17 heures jusqu'au 1er mai. Parfait. Merci. Merci à vous. Bonne exposition. À bientôt. Au revoir. Bientôt.